Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Voilà, donc très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui, comme vous avez pu le voir, s'intitule «En route vers la terminale». Donc je suis accompagné ce soir de Madame Bouillac, qui est Bonsoir à donc tous. coordinatrice du niveau première, qui va donc m'accompagner dans cette présentation que nous allons vous faire sur le niveau première, à la Mmh. fois les épreuves du baccalauréat dans le cadre de la réforme des lycées que nous sommes en train de vivre, et puis aussi se projeter déjà vers la classe de terminale, sachant que le niveau première et le niveau terminal est ce qu'on appelle le cycle terminal, et que voilà, ces 2 années forment un paquet qui va emmener vos enfants, en tout cas, vers l'enseignement supérieur. Comme l'année dernière, voilà, nous sommes en distanciel. C'est vrai qu'on aurait bien aimé vous retrouver en direct dans la salle Saint-Marc. Voilà, les conditions sanitaires font que nous fonctionnons encore en distanciel. Ce webinaire qui est en direct, vous pourrez aussi le retrouver eh bien, sur notre site internet, hein. C'est un webinaire qui est enregistré et vous pourrez retrouver les meilleurs moments voilà, d'ici quelques jours sur notre site internet Sainte-Croix-Sainte-Verte. Vous avez aussi la possibilité, durant, cette présentation, de poser des questions, hein. Vous avez un petit icône qui représente, je dirais, 2 bulles avec un point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Vous pouvez donc, utiliser, voilà ce petit icône pour nous poser des questions et on essaiera, de répondre, au plus grand nombre de questions que vous nous poserez, si bien sûr nous avons les réponses. Alors, je vous propose, eh bien, de lancer le diaporama qui va nous servir, de support pendant cette présentation. Voilà, donc présentation comme on vous l'a dit que nous allons faire à 2 voix. Et donc la première information que l'on souhaitait, vous donner, c'est, voilà, l'inscription au baccalauréat, avec un site internet qui s'appelle Cyclades, que vos enfants connaissent déjà, que vous connaissez peut-être déjà. Madame Bouillac va commencer à donner, quelques informations concernant ce site internet qui est important à la fois en première et en terminale. Alors en fait, ce site internet, normalement, vous y avez tous déjà eu accès puisque normalement, vous avez dû inscrire vos enfants, pour les épreuves anticipées du bac. Donc là, j'ai eu confirmation que tous les élèves, évidemment, sont bien inscrits pour les épreuves anticipées de français qui auront lieu donc à la fin de l'année. Sur ce compte, vous pourrez maintenant y retourner et vous y trouverez d'ailleurs la confirmation d'inscription, de votre enfant, avec un récapitulatif en fait de toutes ses spécialités, et de toutes les épreuves qu'il devra passer. Je vous rappelle que le mot de passe et l'identifiant de ce compte sont à conserver précieusement parce que votre enfant en aura encore besoin l'année prochaine pour l'inscription en terminale. Donc surtout à conserver dans les papiers, à ne pas perdre parce que sinon c'est un peu compliqué pour les régénérer ensuite. Voilà, donc là, on insiste vraiment, de manière importante. Vos enfants, cette année en première, ont eu leur identifiant, leur Oui, mot de passe. C'est vraiment quelque chose qu'ils vont devoir conserver. Alors précieusement, faites-en des copies parce que oui, c'est exactement les mêmes identifiants et mots de passe qui seront dès l'année utilisés prochaine, pour l'inscription ensuite en terminale. c'est ça. Voilà. Il y a aussi un autre intérêt à Cyclades, c'est les résultats. Et c'est effectivement à la fin de l'année, donc une fois que votre enfant aura passé le baccalauréat, tous les résultats seront sur Cyclades. Donc ce qui vous permettra d'avoir un accès direct aux résultats et de ne pas passer par nous, Voilà, alors si vous avez des problèmes, bien sûr, de connexion, vous n'hésitez pas bien entendu. à revenir vers nous. Madame Bouillac se fera une joie de De régénérer des de codes. régénérer des codes Cyclades. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là ce soir pour parler essentiellement, du baccalauréat. Alors, c'est le baccalauréat dans le cadre de la réforme des lycées. Alors, une réforme des lycées qui commence à dater, elle a 3 ans maintenant. Oui. Maintenant, force est de constater que, de par la situation que nous vivons, nous n'avons toujours pas vécu un seul vrai bac de la réforme. Non, Puisque de fait, de par la situation sanitaire, voilà, plusieurs, aménagements ont eu lieu.
Potentiellement cette année, encore peut-être des aménagements sont en prévision pour les élèves de terminale. Ce que nous vous présentons, c'est en tout cas l'état des lieux actuel de ce qui est prévu pour la session 2022 et 2023, donc session 2023 pour vos enfants, session 2022 pour les épreuves anticipées de français. Avec encore peut-être quelques modifications à venir, mais on préfère en fait attendre d'avoir les informations avant de vous les donner, bien entendu. Déjà, ce qui va être, je dirais la priorité pour vos enfants, c'est les épreuves de français. Alors les épreuves de français, donc vos enfants ont déjà eu voilà, une épreuve en début d'année de français pendant leur cours. Ils auront bien entendu aussi des épreuves, ce qu'on va appeler des compositions. Donc l'épreuve de bac blanc qui aura lieu, il y en a une après les vacances de février, et puis ils en auront une autre au mois de mai, et afin de les préparer au mieux donc aux écrits qui se dérouleront donc le jeudi 16 juin de 14 h à 18 h. Nous avons aussi mis en place des oraux de français qui devront se dérouler au mois de mai. Je vous reconfirmerai les dates. Et puis ensuite, bien entendu, ils auront les oraux de français qui se dérouleront. Alors normalement, c'est début Fin juillet, juin, début juillet. mais on n'a pas encore les dates pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc clairement, vos enfants sont préparés avec des épreuves dites blanches de français à l'écrit, Absolument. 2 pendant l'année de première, si je ne me trompe pas. En fait, ils en ont déjà fait une Voilà. en classe, et puis il y en a une autre qui arrive, et il y en aura une troisième, en fait. Voilà, même chose pour les oraux de français, donc des oraux blancs pour qu'ils soient préparés. En ce qui concerne les centres d'examen, alors là aussi, c'est des choses dont on n'a pas encore l'information, mais très souvent, les élèves passent leurs épreuves de français dans l'établissement dans lequel ils sont. On ne peut pas encore l'assurer. On a des réunions prochainement avec la division des examens et concours du rectorat, donc on en saura plus et vos enfants seront bien sûr informés de cela. Alors, ce qui est important de retenir dans le cadre de ce nouveau baccalauréat, c'est la part importante du contrôle continu, puisque maintenant, nous sommes à 40 de la note finale du baccalauréat, qui est le contrôle continu. Alors, qu'est-ce que l'on entend, Madame Bouillac, par contrôle continu? C'est-à-dire qu'en fait, que toutes les notes que vos enfants vont obtenir cette année et aussi en terminale, en fait, avec leurs enseignants, seront utilisées et seront validées. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire la moyenne des moyennes trimestrielles de votre enfant. Voilà. Donc, ça veut dire que depuis le 3 septembre, je crois que cette année, c'était la rentrée, le 3 septembre en première, depuis le 3 septembre, toutes les notes, toutes les évaluations que vos enfants ont en classe de première rentrent déjà dans ce contrôle continu, dans ces 40 du contrôle continu, et cela continuera sur l'année de terminale. Donc, c'est vrai que ça donne un poids important au travail des élèves, ce qui n'était pas pris en compte précédemment dans l'ancien baccalauréat. Voilà, donc ça permet aux élèves sérieux qui travaillent, qui sont présents aux évaluations, je dirais, d'avoir au moins 40 d'une note qui est assurée pour le baccalauréat. Alors, peut-être parce que c'est quelque chose que l'on entend, à savoir peut-être une certaine exigence et une vigilance par rapport à l'exigence sur l'évaluation. En tout cas, à Sainte-Croix-Sainte-Verte, dans le cadre de cette réforme, nous avons fait un travail avec les enseignants depuis 2 ans, qui est un travail de réflexion sur ce contrôle continu. Et ça a permis à l'équipe enseignante, je dirais, d'avoir sur cette réflexion, d'avoir une vision aussi différente et de bien comprendre que les notes qui sont mises pendant l'année comptent dans ce contrôle continu. C'est ça. En fait, on a vraiment essayé de travailler sur quels étaient les attendus par discipline, ce qui avait de l'importance, comment il fallait évaluer les élèves pour qu'on soit à la fois exigeant mais bienveillant, de façon à pouvoir aussi permettre à certains élèves qui ont été absents peut-être de rattraper parfois. Donc, on est vraiment en train de travailler pour mettre un projet en place et que toutes les équipes puissent en fait s'en servir, puisqu'en fait on s'inspire aussi d'une discipline à une autre. Alors, sans non plus tomber parce qu'on souhaite garder une certaine exigence qui, de toute façon, je dirais, est qualitative pour vos enfants. Le fait de pouvoir être dans un lycée, je dirais, avec une bonne réputation, c'est aussi très satisfaisant pour l'enseignement supérieur. Maintenant, voilà, cette bienveillance, elle est présente et force est de constater qu'entre l'ancien système et ce nouveau baccalauréat, on a vu aussi les moyennes de nos classes augmenter. Donc, c'est bien une preuve que on tient compte de l'importance de ce contrôle continu.
Par contre, alors l'autre partie, c'est effectivement le contrôle terminal, on y reviendra, qui compte pour une part importante, 60. Je reviens malgré tout sur le contrôle continu. Madame Bouillac l'a clairement dit, ce sont bien les notes de première et de terminale qui interviennent. Il y a 2 points sur lesquels on souhaite attirer votre attention en tant que parent, c'est à la fois l'assiduité et la fraude. Peut-être l'assiduité dans un premier temps? Alors l'assiduité, simplement parce qu'en fait, si on veut estimer qu'un élève a une moyenne représentative de son niveau, nous avons besoin que l'élève soit présent et donc puisse travailler très régulièrement pour nous, lors de l'interrogation, produire quelque chose qui reflète exactement son niveau. Et puis qu'il soit présent à toutes les évaluations si possible. Alors je sais que le contexte est un peu compliqué en ce moment, mais on essaye de faire de notre mieux pour que les élèves puissent rattraper et en fait avoir vraiment une note qui ne soit pas associée une moyenne qui ne soit pas représentée, qui ne soit pas qu'une seule note. Donc vraiment, il faut vraiment que les élèves soient présents et se mobilisent pour nous donner le maximum tout au long de l'année, même si on sait que c'est parfois un petit peu fatigant pour eux, mais c'est vraiment l'intérêt de pouvoir se rattraper d'une note à une autre, voilà, et de demander de l'aide si besoin au fur et à mesure de l'année. On attire aussi votre attention sur, alors c'est certes une très petite minorité d'élèves, mais de voir des élèves qui commencent à mettre en place des, on va dire des détournements, par rapport Oui. aux évaluations, comprenant l'importance du contrôle continu. Il faut faire très, très attention parce que, nous avons la possibilité pour des élèves qui, seraient absents à, trop d'évaluations, de supprimer la note du contrôle continu dans une discipline Oui. et de la transformer par une évaluation terminale, c'est-à-dire une épreuve brute, unique, et les élèves joueraient, finalement leur baccalauréat dans une discipline sur une seule note. C'est ça. Donc ça, c'est dans les textes et clairement, face à des élèves qui ne jouent pas le jeu du contrôle continu, où il y a trop d'absentéisme non justifié, très clairement, les équipes enseignantes ont toute la liberté de décider finalement de ne pas tenir compte du contrôle continu et de transformer ce contrôle continu en une épreuve terminale. Donc ça, il faut vraiment que vous en soyez bien conscient et que vous transmettiez aussi ce message à vos enfants. Mmh. Il y a un autre point aussi qui pour nous, je dirais est important et sur lequel on souhaite attirer, votre attention, c'est la notion de De fraude. fraude. Voilà, la fraude est clairement, je dirais, punie par notre règlement intérieur et elle prend encore plus d'importance dans le cas d'une fraude du contrôle continu. Disons qu'en fait, lorsqu'un enseignant, est confronté à ce genre de choses, la règle, ce serait de mettre un 0. Vous imaginez bien que, un 0 dans une moyenne, ça fait mal. Donc, on ne peut qu'en conseiller aux élèves d'éviter de se laisser avoir et de passer à la fraude parce que, c'est vraiment très important pour eux et ce serait un petit peu ridicule juste pour une note, voilà, d'encourir des sanctions par la suite. Alors voilà, on souhaitait aussi attirer votre attention sur ces 2 points. Je Mmh. répète, c'est quand même une C'est une minorité minorité, oui, ça me convient. d'élèves et on a quand même, la grande majorité de nos élèves qui jouent le jeu, qui sont Oui, présents et et qui très ont assidu. et très assidus. Mmh. Alors le contrôle terminal, donc les 60 de la note restante, eh bien, le contrôle terminal va avoir lieu et en première et en terminale. C'est ça. On démarre tout de suite avec le français, donc à la fin de l'année. Donc les notes de français, c'est une épreuve ponctuelle et donc elle nous compte bien comme un contrôle terminal. Donc c'est, l'écrit et les oraux. Ça veut donc dire que, les disciplines qui sont passées en contrôle terminal, les notes de l'année par contre ne comptent pas dans le contrôle continu. C'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que les matières qui apparaissent en rouge sur votre écran sont des matières qui ne se passent qu'en contrôle terminal, Mmh, et donc les moyennes ne rentrent pas dans le contrôle continu. En terminale, les élèves vont avoir donc, 4 épreuves terminales. c'est ça. On aura donc les 2 spécialités qu'ils vont conserver, à la suite de leur première et puis la philosophie et le grand oral. Alors, on va revenir sur le grand oral. La philosophie, on connaît bien, c'est une épreuve qui reste similaire à celle de l'ancien bac. Un grand classique. Madame Bouillac a clairement dit qu'en terminale, les épreuves de spécialité, c'est bien les 2 spécialités que vos enfants Conservé. vont décider de conserver, durant l'année de première. Pour l'instant, ils ont 3 spécialités, ils vont en garder 2 en terminale. Eh bien, ces 2 spécialités sont évaluées dans le cas du contrôle terminale et C'est donc ça. leurs notes ne rentrent pas dans le cadre du contrôle continu. Qu'en est-il de la
troisième spécialité, celle qu'ils vont abandonner en première. Alors, celles qu'ils vont abandonner en première, en fait, c'est le contrat dans le contrôle continu, avec un coefficient moindre que celle des spécialités après en contrôle terminal. Mais effectivement, c'est-à-dire que là, il faut vraiment que les élèves travaillent jusqu'au bout de l'année, même quand ils sauront quelle spécialité ils abandonneront, ne surtout pas lâcher et continuer, puisque en fait, c'est toute leur moyenne de l'année de première qui sera prise en compte pour le contrôle continu. Donc clairement, là aussi, on insiste bien, même si vos enfants ont déjà là, milieu de C'est l'année, ça. deuxième trimestre, une idée de la spécialité qu'ils vont abandonner, l'objectif, c'est surtout pas de l'arrêter, même s'ils vont l'abandonner, en tout cas d'arrêter de travailler, parce que là, les notes rentreront dans les 40% du contrôle continu. C'est ça. Ils seront évalués jusqu'à la fin de l'année de première. Voilà. Alors, toujours pour rentrer dans les détails, alors là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, voilà, n'ayez pas peur, un camembert. On retrouve les 40% de la note finale, les 60% du contrôle terminal. Alors, dans le contrôle continu, on va retrouver donc l'ensemble des disciplines du tronc commun Oui. de première et de terminale. Donc, l'histoire, géographie, un coefficient 6. Les deux langues vivantes A et B que vos enfants donc ont en première et en terminale, coefficient 6 pour chacune. L'enseignement scientifique pour les voies générales et les mathématiques pour les voies technologiques, coefficient 6. Et là aussi, on attire l'attention sur des élèves qui ont un profil non scientifique, ne pas délaisser cet enseignement scientifique qui est important et qui a un coefficient aussi important que les langues, que l'histoire géo. Oui. Et on voit effectivement des élèves qui n'ont peut-être pas des spécialités scientifiques, qui délaissent cet enseignement scientifique. Elle fait partie du tronc commun et donc elle a cette importance au même titre que les autres. L'éducation physique et sportive, coefficient 6. Alors, avec une particularité, c'est que l'éducation physique et sportive va intervenir en terminale avec des épreuves un peu ponctuelles d'une certaine manière. Ce sont des contrôles en cours de formation en terminale, donc Mais sur des temps bien précis, bien éléments précis. bien précis de l'année, donc c'est un peu différent. Madame Bouillac l'évoquait tout à l'heure, l'enseignement de spécialité qui sera donc arrêté à la fin de la première sera avec un coefficient 8 et donc interviendra dans les 40% du contrôle continu. Et puis, là aussi, c'est aussi une nouveauté parce que ce n'était pas évalué préalablement dans l'ancien bac, c'est l'enseignement moral et civique qui a un coefficient de 2. Voilà pour les 40% du contrôle continu. Si on bascule sur les 60% du contrôle terminal, donc on vous a dit qu'on retrouvait les épreuves de français, donc en classe de première, l'écrit coefficient 5, l'oral coefficient 5, la philosophie avec un coefficient de 8 en voie générale et de 4 en voie technologique, le grand oral dont on va vous dire quelques mots, coefficient 10 en voie générale, coefficient 14 en voie technologique. C'est important de voir que ce grand oral a une plus grande importance en voie technologique. En règle généralement, c'est souvent lié aussi à des projets qu'ils font quand ils sont en série technologique, donc on leur demande effectivement une capacité à s'exprimer, à présenter des projets, donc évidemment ça a plus d'importance. Et puis on termine par les deux enseignements de spécialité conservés en terminale, avec là les gros coefficients, coefficient 16 et coefficient 16. Ça veut dire que sur des coefficients qui font un total de 100, les deux enseignements de spécialité comptent pour 32%. C'est pour ça que le choix qui a été fait fin de seconde des 3 spécialités a une réelle importance, parce qu'en terminale, il y aura un poids de ces enseignements de spécialité non négligeable. On reviendra en fin de cette présentation sur justement des dispositifs qu'on a mis en place pour accompagner les élèves qui pourraient être en difficulté, en tout cas. Voilà un petit peu pour la répartition des 100 points, qui font un total de 100, 100 coefficients. Peut-être un petit mot sur les enseignements optionnels, si je suis un élève et que j'ai pris du japonais en LV3, LV-C. En fait, c'est en dehors du contrôle, enfin de la note globale, donc en fait, c'est toujours du plus, on appelle ça des bonus en fait. Et donc, c'est souvent des coefficients 2 ou 4, d'accord, en fonction du nombre en fait d'options qu'ils ont prises.
Voilà pour la présentation de ce baccalauréat nouvelle formule hein, qui eh bien, débute depuis le 3 septembre de cette année de première et qui va aller jusqu'au mois de juin 2023. C'est ça. Je vais juste rajouter une petite chose sur les options, faire attention, parce qu'il y a quelques années, les options ne prenaient que les points au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour les options, même si la note est en dessous de 10, elle comptera, d'accord, pour les résultats du baccalauréat. Toujours pour un peu développer ces épreuves terminales, voilà donc une frise qui permet de vous représenter, vous redonner un peu la temporalité des différentes épreuves de terminale. Le français donc au mois de juin, début juillet de Ouais. première, écrit oral. Avec la particularité en terminale, c'est que les 4 épreuves de terminale n'ont pas lieu au même moment, Non, normalement. normalement. La En tout cas, philosophie mi-juin, oui, l'épreuve du grand oral début le juin, juillet oui. et les spécialités normalement mi-mars. Alors si vous suivez l'actualité, vous devez savoir qu'en ce moment, le ministère pour les élèves de terminale de cette année, voilà, se pose la question, on regarde la situation sanitaire, De de repousser. repousser les 2 épreuves de spécialité qui normalement devraient avoir lieu mi-mars, peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin, Mm. voire les maintenir au mois de mars. C'est une décision qui doit arriver prochainement, incessamment sous peu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si on conserve la date du mois de mars pour l'année terminale pour vos enfants l'année prochaine, ça veut donc dire que, en fin de compte, ça arrive très très vite dans l'année terminale. On parle souvent d'une année de terminale, mais en fin de compte, c'est plutôt un long, très long 6 semestre, petits dirons-nous. mois. Voilà, c'est ça. Voilà, avec Madame Bouillac, on ne va pas rentrer dans les détails, on vous laisse regarder et puis vous retrouverez de toute façon, le diaporama est aussi placé sur notre site internet. La nature des épreuves spécialité par spécialité, donc les spécialités qui auront lieu au mois de mars 2023 pour vos enfants normalement. Voilà, avec des épreuves qui peuvent être un peu différentes dans la durée, en fonction de la spécialité elle-même. Si on a pris par exemple histoire, géographie, sciences politiques, c'est un écrit de 4 heures. Mm. Par contre, si on a la spécialité histoire des arts, c'est à la fois un écrit de 3h30 et un oral d'une demi-heure. Voilà, donc des petites nuances qui peuvent apparaître d'une spécialité Oui. à une autre. Par contre, toujours avec le même coefficient 16. Pour les voies technologiques, on est exactement sur le même système, puisque dans les voies technologiques, les élèves de première ont 3 spécialités, alors qui sont définies par la voie technologique dans laquelle ils sont. Et puis quand ils arrivent en terminale, eh bien, il n'y a plus que 2 spécialités technologiques et on va effectivement retrouver le même système au niveau du baccalauréat, que ce soit en ST2S, en STL ou en STI2D, avec là aussi eh bien, des épreuves bien spécifiques entre la spécialité numéro 1 et la spécialité numéro 2. C'est ça. La seule différence avec le général, c'est qu'en fait, les élèves de technologique ne vont pas choisir en fait la spécialité qu'ils vont abandonner, puisque c'est d'ores et déjà inscrit en fait dans leur programme. Mmh. Donc, par exemple, en ST2S, ce sera l'abandon l'abandon de la physique-chimie pour la santé. Pour les STI2D, c'est l'innovation technologique. Et pour les STL, c'est la biochimie-biologie. Voilà, donc là aussi vous retrouvez donc les horaires. Heu On n'avait pas prévu de dire, quelque chose sur la philosophie, hein, c'est une épreuve de 4 Non, heures. Voilà, donc c'est de philosophie. de philosophie, bon toujours voilà avec, un peu cette inquiétude des élèves vis-à-vis Oui. de la philosophie puisque, bah, une discipline qu'ils découvrent pour la plupart, en terminale, même si certains ont pu la découvrir en première avec la spécialité, HLP, Oui. humanité, Littérature littérature, et philosophie. philosophie. Par contre, un point, peut-être avec Madame Bouillac sur le grand oral, qui est donc cette épreuve que les élèves de terminale de l'année dernière ont découvert et Oui, que même nous, en tant qu'enseignants, on nous a avons découvert. aussi découvert et on voilà, donc on sera sur la 2e session cette année et vos enfants qui sont en première, eh bien, en Mmh. 2023, découvriront ce grand oral. L'adjectif grand est un peu exagéré peut-être. Oui, disons que c'est pas si grand que ça en durée, en tout cas. Donc voilà, je laisse Madame Bouillac présenter ce Donc en grand fait, le oral. grand oral, c'est une durée de 20 minutes. Ils ont, auparavant, bien entendu, la préparation qui dure elle aussi 20 minutes.
Donc, on parle d'un coefficient 10, donc on l'a dit tout à l'heure pour le baccalauréat général et de 14 pour les technologies. Alors, il faut que je lise en fait. Donc, on a montré sa capacité à prendre la parole en public, c'est vraiment dans cette idée-là en fait. L'idée, c'est vraiment que les élèves puissent nous montrer à quel point ils sont capables de conviction. Donc, l'idée, c'est aussi de présenter une argumentation, c'est-à-dire de pouvoir développer des arguments en utilisant des exemples, et en expliquant pourquoi ils ont choisi tel ou tel thème, etc., dans leur oral. Et puis, évidemment, normalement, c'est associé à tout ce qui est fait dans une spécialité ou Deux spécialités. ou deux spécialités. Donc, ils vont travailler c'est-à-dire toute cette argumentation aussi avec leurs professeurs de spécialité en terminale. L'objectif pour les professeurs n'étant pas de faire le travail à leur place, bien entendu, mais juste de les guider et d'être présents pour leur permettre de comprendre comment ils doivent en fait faire cette présentation. Donc plutôt de la méthodologie à la base, et puis évidemment de l'aide si besoin sur comment construire la problématique ou ce genre de choses. Si on en parle ce soir, alors qu'on est voilà, sur des parents de première, c'est aussi pour vous dire que c'est une préparation qui a déjà démarré avec des professeurs de français, des professeurs de langue, des professeurs d'histoire, j'ai envie de dire, dans toute discipline. Cette présentation au grand oral est importante. Un élève même qui va prendre la parole dans une discipline, c'est en soi, je dirais, un entraînement à l'oral. Alors, les élèves sont seuls pendant cette prestation en terminale. Ils sont debout, voilà, face à un jury de 2 personnes. Et ils vont donc faire une présentation qui va durer 5 minutes. Donc, c'est très rapide à la fois, enfin, c'est très, très rapide, hein. Ils vont donc présenter une question qu'ils ont eux-mêmes choisie, et comme l'a dit Madame Bouillac, qui intervient sur l'une de leurs spécialités, voire un mixte des 2 spécialités. Donc ça peut être une question croisée sur les spécialités de terminale. Clairement, on n'est pas sur une présentation en 5 minutes d'un contenu abouti. C'est vraiment la prestation orale qui va, je dirais, être valorisée lors de ce grand oral. L'objectif n'est pas de dire des bêtises, parce qu'après, justement, il y aura 10 minutes de questions. Et là, pendant ces 10 minutes de questionnement, le jury pourra aller chercher les candidats et approfondir des informations. Donc, j'ai envie de dire, les 5 premières minutes, le candidat effleure un peu son sujet. Oui. Et on va rentrer un peu plus dans les d'étails avec l'échange avec le candidat et le jury. Là encore, moi, je réinsiste sur le fait qu'on est vraiment dans une idée d'être capable, enfin, d'évaluer la capacité de l'élève à s'exprimer, par exemple, en continu lors de la présentation, d'accord? D'être capable d'être clair dans un argumentaire, et après, ensuite, d'être capable d'interagir, en fait, avec le jury, et pas simplement de répondre, j'allais dire, tout simplement aux questions sans conviction. L'idée, c'est vraiment d'amener un réel échange avec le jury. La préparation, vraiment, je dirais, je vous disais que la préparation, elle débute dès la classe de première parce que voilà, on les fait travailler à l'oralité. Sur le contenu lui-même, on est plutôt sur une préparation qui se fait sur le 2e trimestre de la classe de terminale. Oui. Voilà, on n'a pas besoin non plus d'un temps trop important de préparation. Maintenant, c'est bien les élèves qui choisissent leurs questions et c'est eux qui sont responsables du choix de leurs questions. Les enseignants de spécialité vont bien sûr donner leur avis. Il faut savoir que dans les textes, c'est une prestation orale qui se fait sans notes. Oui. Alors l'année dernière, cause Covid, les notes ont été acceptées, mais normalement, c'est une prestation voilà, qui se fait sans notes, debout devant le jury. Et si vous avez bien compté, sur les 20 minutes, il en reste 5. La dernière étant Madame Bouillac. Le projet d'orientation du candidat. Donc en fait, le candidat doit effectivement, pendant ces 5 minutes, exprimer un petit peu ce qu'il veut faire par la suite, vers quoi il veut s'orienter. Pourquoi en fait les spécialités, par exemple, qu'il a choisies et la question qu'il a peut-être abordée pendant le grand oral, l'ont conforté dans son projet d'orientation. Donc là, on est vraiment sur une partie un petit peu différente de la question de départ, mais en même temps qui est liée aussi à ses choix de spécialité et à ses projets futurs, en fait. On a souvent, et on l'a vu l'année dernière, des élèves qui, entre les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes, ont fait un lien. C'est-à-dire que la question qu'ils ont choisie sur un contenu qui peut être de la physique, qui peut être de l'histoire, peut être en lien avec ce qu'ils vont faire plus tard dans l'enseignement supérieur.
Alors, il peut y avoir ce lien, comme il ne peut ne Ça pas y peut être avoir de différent. lien, mais en tout cas, les élèves doivent, être capables de justifier, chaque choix qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont choisi cette question et pourquoi finalement ils vont dans telle orientation. Même si c'est différent, c'est enfin, il n'y a pas Complètement, d'erreur dans cet oral. C'est vraiment juste expliquer comment ça enfin, le processus, en fait, de réflexion. tout à fait. Voilà, donc je pense qu'on a essayé, de vous présenter les grandes nouveautés, de ce baccalauréat, en retenant bien qu'il commence maintenant dès la classe de première et dès le Oui. premier jour de septembre de la classe de première, avec toutes les notes qui tombent et puis les épreuves terminales. Je vous rappelle, n'hésitez pas, on prendra bien sûr des questions à la fin de cette présentation, donc n'hésitez pas à poser sur le chat, à droite pardon, de l'écran, vos questions et on les prendra. Alors, je vais redonner la parole à Madame Bouillac qui va vous présenter rapidement, alors il est très simple, le calendrier des phases d'orientation de la classe de première, sachant que la classe de première n'est pas en soi une année aussi importante que la classe de seconde, Ah bon? mais il y a quand même des étapes au niveau orientation. Mais il y a des Il y a étapes. des étapes aussi. Non, effectivement, donc en fait, je veux dire la plus grosse, l'événement le plus important, c'est la validation de l'inscription pour le bac, donc qui s'est déjà déroulé, en décembre. Donc tous Donc les élèves sont bien inscrits au baccalauréat à oui, Sainte-Croix, hein. ils sont bien inscrits à Sainte-Croix, il n'y a pas de souci. On a vérifié 2 fois même avec le rectorat. N'oubliez pas d'aller sur Cyclades pour chercher votre, confirmation d'inscription, comme ça vous serez rassurés aussi. Et puis après l'étape suivante, et ben, effectivement, c'est, plutôt sur, ce qu'on va commencer maintenant avec les élèves, c'est-à-dire, de travailler sur la spécialité qu'ils vont abandonner, ou on va plutôt parler de spécialités les 2 spécialités qu'ils vont conserver en terminale. Sachant que ce choix se fait, bah, avec les professeurs principaux, dans un travail d'orientation, très important puisqu'on ne peut pas choisir, ces spécialités sans qu'il y ait au moins un projet ou un domaine vers lequel l'élève, veut se diriger. Donc, là, on est vraiment, ils sont en discussion avec le professeur, pour essayer de déterminer ce qui pourrait être plus intéressant pour eux et pour leurs études après. C'est pour ça que, dans l'accompagnement à l'orientation qui est fait en classe de première, je disais, voilà, il y a peut-être moins d'importance qu'en seconde, mais en fait, ce choix des 2 spécialités qu'on conserve en terminale, c'est vrai que nous, on préfère dire qu'on garde 2 spécialités, c'est plus positif que Oui, dire qu'on en abandonne une, mais on bon, l'abandonne pas vraiment. la réalité, c'est qu'on arrête une spécialité. C'est ça. C'est pas un choix qui se fait, voilà, au dé où je lance une pièce en l'air. Non. C'est un choix qui doit être quand même mûrement réfléchi, par vos enfants et avec vous, parce que vous êtes partie prenante Mmh. en tant que parent. S'il y a, je dirais une orientation qui est déjà assez aboutie sur des élèves de première, eh bien, c'est se renseigner sur, les attendus de l'enseignement C'est supérieur ça. et de se dire: «En fonction de ce que je veux faire, il est préférable que je garde ces 2 spécialités, la troisième ayant peut-être un peu moins d'importance». Ça, moi, je pense qu'il faut vraiment que les élèves, on en parle d'ailleurs en orientation, c'est, que les élèves puissent contacter les écoles qui les intéressent dans le supérieur, poser des questions, demander quels sont les attendus, les spécialités qu'on va en fait attendre d'eux et à partir de là, faire des choix. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment qu'on est dans une année où les élèves doivent vraiment faire des recherches. On est là pour les aider, certes, on n'est pas là pour les faire à leur place. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est leur ouvrir les portes et leur dire: «Il y a telle ou telle option, allez regarder, cherchez ce qui vous intéresse et à partir de là, donc déterminer celle que vous conserverez pour la terminale». C'est un vrai travail, comme le dit madame Boudiac, de recherche Mmh, et dans laquelle aussi, en tant que parent, vous pouvez être impliqué bien sûr. et parce que nous, on s'aperçoit aussi que, pour, un même type d'enseignement, en fonction de telle ou telle école, les Ils attendus, sont pas peuvent les mêmes. être, pas tout à fait les mêmes Pas tout à fait. et on peut avoir une classe préparatoire aux grandes écoles qui va dire, «Moi, je préfère que les élèves gardent telle ou telle spécialité» et puis la même classe préparatoire, mais dans une autre ville ou dans un autre lycée, va préférer d'autres D'autres. attendus. C'est ça. Donc, il faut vraiment se renseigner. Heu, Maintenant, il n'y a pas non plus, de choix bloquant. L'enseignement supérieur est en train de voir arriver des élèves avec des profils différents. Mmh, Donc là aussi, soyez rassurés, on nous pose souvent la question sur les études de médecine. Je dirais, un élève qui, garde de la physique ou des maths s'en sortira, un élève qui garde de la physique et de la SVT s'en sortira, un élève qui garde mathématiques et SVT s'en sortira s'il y a du travail. s'il y a du travail. Voilà. Maintenant, c'est pas se dire: «Il faut obligatoirement garder telle ou telle spécialité». Il y a des combinaisons en tout cas, qui sont, Ça, c'est acceptables. oui, oui. Voilà, mais
renseignez-vous en tout cas. Dernière étape du calendrier. Alors là, ce sera sur le 3e trimestre, on travaillera plutôt sur les options en fait de la terminale, sachant qu'en terminale donc, ils vont devoir choisir une option. Donc ils auront le choix, je ne sais pas si oui, donc nous avons les 3 options, suivantes. Nous avons donc mathématiques expertes, sachant que s'ils prennent mathématiques expertes, il faut qu'ils aient conservé la spécialité mathématiques, c'est obligatoire. C'est donc des élèves qui vont passer de 6 heures de mathématiques en terminale, il faut la garder, auquel on rajoute 3 3 heures, heures. parce que mathématiques experts, c'est 3 heures, donc c'est des élèves qui deviennent experts en mathématiques 9 heures par semaine. Oui. Il faut avoir un bon niveau en C'est mathématiques. ça, le terme expert n'est pas là pour rien, je pense. Voilà. Un point pour que ce soit bien clair, des élèves qui vont passer de première en terminale, pour les 3 premières options, il n'y a pas d'obligation d'en prendre. Non, Voilà, il n'y a pas d'obligation. ça reste Ça un reste choix. des options. Voilà. Le terme est toujours valable, c'est vraiment des options. C'est-à-dire que si les élèves estiment qu'ils ont suffisamment de travail avec leur spécialité, le tronc commun, etc., ce n'est pas la peine de les surcharger avec une option, parce que 3 heures de plus dans une semaine, avec un travail aussi qui est relativement conséquent pour ces options, ça peut être très lourd. Donc Voilà. il faut vraiment y réfléchir. Alors mathématiques experts, on entend souvent que, des classes préparatoires aux grandes écoles, maths physique par exemple, eh bien, sont intéressées par des élèves qui ont pris cette option maths experte. Oui. Voilà. C'est clair. Mathématiques complémentaires. Alors, mathématiques complémentaires, donc en fait, c'est pour les élèves qui voudraient poursuivre des mathématiques, mais qui vont abandonner la spécialité mathématiques. Donc cette fois-ci, c'est-à-dire qu'ils pourront conserver leurs 2 autres spécialités, pas les maths, et prendre mathématiques complémentaires en plus. C'est des mathématiques qui sont, plus appliquées Oui, que mathématiques expertes. c'est ça. Et comme vous l'a expliqué madame Bouillac, j'ai, une spécialité mathématiques en première. Je n'ai pas un besoin fondamental de garder les mathématiques en spécialité en terminale. Par contre, en fonction de ce que je souhaite faire dans l'enseignement supérieur, j'ai quand même besoin d'avoir un bagage De garder un mathématique. minimum, oui. On va pouvoir retrouver par exemple des élèves plutôt dans le domaine de l'économie par exemple, ça Oui. pourrait être Ça intéressant? pourrait être intéressant à conserver, c'est clair. Tout à fait. Surtout s'ils veulent s'orienter vers une particularité dans le commerce ou des choses un peu, voilà, ça peut être intéressant. Et puis la 3e 3e, option. alors ce qu'on appelle la DGEMC, donc en fait, c'est droits et grands enjeux du monde contemporain. Donc c'est 3 heures aussi. Cette fois, cette option, c'est plutôt, axé sur des questions de société, sur l'actualité et particulièrement sur le droit. Donc généralement, c'est ce qu'on conseille à des élèves qui veulent s'orienter vers, sciences politiques, du droit ou du commerce d'ailleurs. Et voilà, donc ça permet d'avoir, un travail plus sur l'argumentation, sur, de débattre, de donner un point de vue. Donc Voilà, ce sont donc les 3 options que l'on peut prendre à la fin de la classe de première oui, pour l'année de terminale. terminale. Bien sûr, si des élèves ont pris en seconde une option, comme une 3e langue vivante, l'italien ou le japonais ou l'option latin, Oui, c'est compatible absolument. avec ces 3 options qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut rajouter, le latin, 3 heures, on peut encore ajouter l'une de ces 3 options. C'est ça. Avec la vigilance. C'est ça, la charge de travail pour votre enfant surtout, il faut vraiment y faire attention parce que ça fait des emplois du temps plutôt lourds. Voilà. Ouais. Une particularité, c'est sur la filière technologique STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Donc en fait, on a 2 options possibles pour eux, c'est-à-dire qu'à la fin de la première, ils doivent choisir s'ils vont plutôt s'orienter vers ce qu'on va appeler le système d'information numérique, donc SIN, ou e-tech, c'est-à-dire innovation technologique et éco-conception. Ça, c'est des choix, je dirais, qui sont, bien anticipés en première Oui, par les généralement, professeurs c'est fait avec les de professeurs, ces voilà, spécialités-là, hein. sans problème. Alors, en ce qui concerne, l'accompagnement et l'orientation et on terminera sur cette partie-là avant de répondre à vos questions. À Sainte-Croix-Sainte-Verte, on a décidé au regard de tout ce qu'on vient de vous présenter, de mettre l'accent sur ces temps-là et notamment un accompagnement à l'orientation de première qui est mis en place. Donc l'idée, c'est que c'est un accompagnement qui est un petit peu différent de celui qui était fait en fait en seconde, puisque cette fois-ci, on travaille vraiment plus sur, j'allais dire, sur l'individu.
C'est-à-dire qu'en fait, les professeurs voient vos enfants par petits groupes, non pas alors pour tout de suite leur trouver un métier, c'est pas l'objectif, mais au moins de leur donner voilà, des choix et surtout qu'ils puissent faire des recherches sur le type d'école qui pourrait les intéresser, ou quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, leur donner des domaines dans lesquels voilà, ils peuvent faire des recherches. Donc on est vraiment sur un travail de longue haleine tout au long de l'année, à les aider à s'orienter. Donc ça prend un petit peu de temps, d'où le fait que vos enfants n'ont pas orientation toutes les semaines ou tous les 15 jours, puisque le professeur les voit vraiment de façon individuelle, à ce moment-là. Alors, il n'y a pas de pression, à mettre, à vos enfants. On sait que l'orientation, dans le cycle terminal peut créer cette Oui, pression justement, il faut rester vigilant. Maintenant, tout le travail qui peut être fait avant l'année terminale peut être intéressant parce qu'on va le voir pour clore ce diaporama. L'année terminale est quand même beaucoup focalisée sur, le fameux site Parcoursup qui va oui. affecter les élèves vers l'enseignement supérieur et donc finalement tout le travail de réflexion qui peut être mené en première, c'est déjà ça d'acquis en tout D'acquis, cas. c'est clair. Et puis en plus, l'année de terminale est tellement courte maintenant qu'il faut vraiment que les élèves aient déjà bien creusé, particulièrement ceux qui n'ont pas d'idée de ce Mmh. qu'ils veulent faire du tout, qu'ils arrivent au moins à déterminer des domaines qui pourraient les intéresser. Comme ça, en terminale, ils ont différentes possibilités. Cette année, on a aussi décidé, de mettre en place, à titre expérimental, un accompagnement spécifique, alors pour un nombre restreint d'élèves, mais en Oui, tout cas un accompagnement spécifique sur, les spécialités. Alors voilà, l'une des 3 spécialités, prises par vos enfants, essentiellement à destination d'élèves dont on a vu que le passage seconde première pouvait être un peu compliqué. compliqué. Donc effectivement, on a fait un point donc avec le professeur coordinateur de seconde, en tout début d'année, des élèves qui avaient choisi des spécialités et dont les résultats étaient peut-être un petit peu justes. Donc on a commencé par travailler avec ces élèves-là. Ils se retrouvent donc une fois tous les 15 jours avec un enseignant de spécialité. Ils sont 8 au maximum, afin qu'en fait, ils puissent faire un petit bilan des difficultés, de ces élèves. Ce n'est pas un cours de soutien, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner l'élève en repérant les difficultés qu'il peut avoir. Est-ce que c'est une question d'organisation dans le travail? Est-ce que ce sont des problèmes de méthode? Est-ce que tout simplement c'est une question d'apprentissage? Parce que parfois, voilà, c'est une question d'apprentissage et en fait, l'enseignant est là pour les guider, lui donner des pistes de travail, résoudre, des difficultés ponctuelles peut-être, enfin, voilà, donc on essaie de mettre ça en place, on va dire, environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et donc après, on rechange, on redemande, donc aux professeurs de spécialité de nous envoyer des noms d'élèves et qui ont des difficultés en ce moment-là où on aperçoit des difficultés à un certain moment de l'année et pareil, un deuxième groupe retourne dans cet accompagnement pour, pouvoir l'aider au maximum. En tout cas, c'est une aide parce que voilà, c'est des heures que l'on rajoute, aux élèves pour vraiment les accompagner sur leurs difficultés dans les spécialités qu'ils ont choisies à la fin de la classe de seconde. Voilà, il y a des points positifs, en tout cas cet accompagnement. Comment il y a des points positifs, il y a des choses qu'on devra peut-être changer un petit peu, mais justement, c'est la première année où on le met en place, donc l'idée, c'est de nous laisser aussi un petit peu de temps et d'en percevoir tous les bénéfices Et là et tous aussi, en les tant que inconvénients. parent, de prendre conscience de l'importance de cet accompagnement parce qu'on est aussi confronté à un peu d'absentéisme de certains élèves, alors que c'est vraiment un accompagnement pour les aider dans une discipline dans laquelle ils sont en difficulté. C'est ça. En fait, on se rend compte que certains élèves, considèrent que, bah, ça fait 1 heure de plus, dans l'emploi du temps, alors que c'est une fois tous les 15 jours et que du coup, ils n'en ont pas besoin, alors que leurs résultats ne sont pas bons et que l'allié, c'est juste 4 ou 5 fois de venir, à cet accompagnement pour justement apporter un petit peu d'aide. D'où l'importance, vraiment qu'il soit présent à toutes les séances. On a commencé ce diaporama en vous parlant du site Cyclade pour l'inscription au baccalauréat. C'est clair. On terminera par un autre, site de l'éducation nationale dont on entend beaucoup parler, Parcoursup. Fait moins rêver quand même. Alors je ne sais pas s'il fait moins Le rêver, mais nom, en tout cas, voilà, il fait moins rêver. Donc Parcoursup, c'est, le site internet, que vos enfants découvriront en terminale. mmh, Les professeurs principaux de terminale ne parleront que de Parcoursup à les vos élèves aussi. enfants. Voilà, c'est en tout cas le site sur lequel vos enfants déposeront leurs vœux pour l'enseignement Mmh. supérieur et c'est sur ce site que vos enfants en terminale, eh bien, recevront, des avis positifs, Oui. voire négatifs, voire des en attente,
en fonction eh bien, des places disponibles vers l'enseignement supérieur. Alors déjà, pour démystifier, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias et beaucoup de choses fausses pour parler très clairement, Parcoursup, ce n'est pas un méchant logiciel avec un ordinateur qui arbitrairement décide de refuser ou pas des élèves. C'est faux, archi faux. C'est simplement une boîte aux lettres. C'est-à-dire que vos enfants déposeront en terminale eh bien, des dossiers numériques. Voilà, je souhaite aller faire une licence pour devenir médecin, je souhaite être dans une classe préparatoire aux grandes écoles à Paris. Eh bien, on dépose un dossier numérique avec diverses informations, dont les notes, dont des lettres de motivation. Et Parcoursup ne fait que envoyer de manière numérique eh bien, aux différentes écoles ces dossiers numériques. Et c'est des vrais gens, des vrais êtres humains qui, voilà, dans les écoles, examineront, regarderont les dossiers. Et c'est des vrais gens qui cliqueront sur oui, non ou peut-être. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on démystifie Parcoursup. Il n'y a pas un algorithme qui sélectionne des élèves. Non, c'est bien des gens. Voilà, c'est une sélection qui se fait, je dirais, presque à l'ancienne, mais en utilisant un outil informatique. Pourquoi on en parle en première, Madame Bouillac? C'est que les notes de première sont intégrées dans Parcoursup, donc ça fait partie du cycle terminal. Donc effectivement, quand on dit à des élèves de première qu'il faut commencer à travailler maintenant pour le bac, c'est aussi parce que leurs résultats remonteront dans Parcoursup. Même si effectivement Parcoursup ne s'ouvrira pour eux qu'en terminale, même s'ils ne mettront leurs vœux qu'au mois de janvier 2023 de l'année prochaine, il n'empêche qu'il faut qu'ils intègrent dans leur tête que toutes les notes qu'ils ont maintenant, oui, comptent pour le baccalauréat en plus, mais comptent aussi pour Parcoursup. Et ça aussi, c'est une vigilance, parce que les 3 trimestres de première comptent pour Parcoursup, alors qu'en terminale, ce ne sont que les 2 premiers trimestres, puisque le 3e ne compte pas dans Parcoursup. Ça veut dire que finalement, la classe de première a une importance plus importante dans les décisions d'orientation vers l'enseignement supérieur que la classe de terminale. Et on a parfois vu des élèves qui ont fait une très bonne terminale, mais une première un petit peu faiblard et qui se sont réveillés en terminale, ne pas être acceptés dans des vœux sélectifs parce que justement, leur niveau de première n'était pas suffisant. Donc parfois, on peut avoir un dossier médiocre de première qui peut être pénalisant et ça, il faut en tenir compte. C'est ça. Par contre, je vais quand même réinsister sur le fait que l'important aussi parfois dans ces dossiers, c'est de percevoir une évolution dans le travail des élèves. Parce qu'on sait bien qu'entre la seconde et la première, il y a une espèce de fossé quant à la quantité de travail, à la charge de travail, et que certains élèves ont un peu de mal à démarrer en début d'année de première. Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce que les notes, si elles montent au fur et à mesure des trimestres et que les appréciations des professeurs sont aussi valorisantes au fur et à mesure des trimestres, évidemment, les recruteurs vont aussi se focaliser sur cette belle évolution. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre diaporama, de ce qu'on souhaitait vous dire. On va pouvoir, il est 18h50, voilà, peut-être garder une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Vous êtes 81 participants, voilà, en tout cas, merci d'être présents. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Nous resterons de toute façon, voilà, comme toujours, hein, l'établissement reste à votre disposition. Madame Bouillac, en tant que coordinatrice, a essentiellement comme 2 fonctions à la fois de superviser le niveau première au niveau des résultats des élèves, d'organiser le fonctionnement du niveau première et puis aussi d'être un relais des professeurs principaux vis-à-vis de l'orientation. Les professeurs principaux restent vraiment, je dirais, c'est l'interlocuteur privilégié. L'interlocuteur privilégié. Après, voilà, si vous estimez que vous êtes face à un problème ou vous avez besoin voilà, d'une réponse plus particulière, en tout cas, Madame Bouillac sera là pour y répondre. Alors, eh bien, on va commencer par une première question et elle rentre directement dans le vif du sujet, on l'a évoqué. Quid des notations, plus sévères ou non que dans d'autres établissements? Alors, là aussi, je veux dire, pas de langue de bois hein, ce soir. On vous a dit que c'est vraiment un travail que nous avons mené depuis 2 ans. En tout cas, voilà, j'ai avec les 110 enseignants de Sainte-Croix-Sainte-Verte, nous avons pris à bras-le-corps la réforme il y a 2 ans et nous avons tout de suite vu qu'effectivement, la certaine exigence que Sainte-Croix-Sainte-Verte pouvait avoir dans l'ancien système qui faisait que les notes à Sainte-Croix étaient peut-être un petit peu plus sévère que dans d'autres établissements et qu'au moment du bac, bah, les notes, boum, montaient d'un bond.
on en a vraiment tenu compte et ça se ressent vraiment sur l'ensemble des moyennes générales des élèves. Notre objectif, c'est vraiment de trouver le juste équilibre, le bon équilibre entre garder cette exigence bienveillante. J'associe les deux termes parce que je pense que notre objectif, c'est de ne pas mentir aux élèves. Ce n'est pas dire à un élève tu vaux 20 si l'élève ne vaut que 8 sur 20. C'est de ne pas mentir à des élèves en disant bah, tu pourras être pilote d'avion si effectivement le niveau ne convient pas. Et je pense qu'on sera tous d'accord, même si vous n'avez pas la possibilité de me répondre, c'est quand je monte dans un avion, je préfère avoir un pilote qui a voilà, une bonne expérience et qui a eu un bon bagage que d'être voilà, face à un pilote qui était peut-être dans un lycée où on donnait 20 sur 20 à tout le monde. Donc, c'est trouver cet équilibre entre, oui, une exigence que l'on revendique à Sainte-Croix-Sainte-Verte, bienveillante, et depuis 2 ans, les moyennes ont très largement augmenté à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Donc, cette idée que nous sommes beaucoup plus durs que dans d'autres établissements, c'est quelque chose qui doit être battu en brèche parce que ce n'est plus une vérité absolue. Nous souhaitons amener nos élèves au maximum de ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est notre volonté et je pense que c'est vraiment rendre service aux élèves. Maintenant, si on regarde la moyenne des élèves de terminale, elle est de plus de 14, là où il y a 3 ans avant la réforme, elle était plutôt autour de 11-12. Donc il y a une vraie montée des notes qui font que les enfants à Sainte-Croix-Sainte-Verte ne sont pas pénalisés et en plus, en tant que directeur adjoint, je vais le dire, sont bien préparés. C'est ça. Je vais juste rester sur une chose, parce qu'on parle souvent des notes pour le baccalauréat, mais il ne faut pas oublier quand même que la majorité de vos enfants vont faire quand même des études supérieures. Il est un petit peu, il est relativement important que les élèves puissent se rendre compte que quand ils vont arriver dans le supérieur, ils vont avoir aussi des exigences de la part de leurs enseignants et que du coup, cette exigence, eh ben, c'est bien de la gagner déjà quand on est en année de première ou en terminale. Quand on demande à un élève de faire un travail sous une certaine forme en utilisant certaines méthodes, c'est pas pour le pénaliser, c'est pour lui montrer que bah, plus tard, c'est ce qu'on attendra de lui aussi. Donc l'idée, c'est qu'on peut être exigeant sur des méthodes et se montrer bienveillant dans l'évaluation, c'est tout à fait compatible. J'ai aussi une question qui reste un peu dans cette thématique sur la notation, sur le fait que nous sommes maintenant en contrôle continu pour 40%. Voilà, que cela peut aussi entraîner euh, bah, un peu des injustices d'un élève à une autre en fonction de est-ce que je suis présent, est-ce que je ne suis pas présent, des enseignants qui vont peut-être décider d'enlever une note si un élève a vraiment raté. C'est vrai que quand on était sur une épreuve terminale identique pour tout le monde en France, bah, ça avait au moins le mérite que tout le monde était sur un même pied d'égalité. Maintenant, il y avait des élèves qui étaient des élèves travailleurs et qui rataient un peu cette semaine de bac et qui étaient pénalisés. Là, ça avantage plutôt les élèves qui travaillent de manière plus continue. Maintenant, oui, c'est aussi une réforme qui peut entraîner quelques petites différences entre les élèves. Euh, Nous essayons d'être vigilants avec cela, sachant, et je le répète aussi, c'est important, que l'évaluation est de la responsabilité complète et totale de l'enseignant. Voilà, c'est vraiment l'enseignant qui est responsable de son évaluation. Je pense que voilà, une très très grande majorité des enseignants est bien conscient de cela. Après, il peut toujours y avoir des petites difficultés. Voilà, on intervient en toute diplomatie, mais voilà, on essaye d'intervenir. Après, il faut quand même souligner aussi que beaucoup d'équipes de l'établissement travaillent ensemble par rapport à la notation. Si on prend des équipes de langue, par exemple, on a tous les mêmes grilles d'évaluation qui nous ont été données par le rectorat. Et donc, on s'est réunis pour discuter ensemble de quels critères on allait pouvoir, comment on allait travailler sur tel ou tel critère, de façon justement à être plutôt cohérent quant à la notation qu'on pouvait avoir d'une classe à une autre. Alors, nous avons quelques questions sur les épreuves pratiques, puisque vous avez pu voir que certains élèves n'auront que des épreuves écrites au niveau de leur spécialité, d'autres auront une épreuve écrite et une épreuve pratique. Alors, ça va dépendre des enseignements de spécialité. Vous avez des enseignements de spécialité scientifiques où les épreuves pratiques eh bien, vont consister, par exemple, en sciences physiques ou en sciences de la vie et de la terre à une manipulation qu'il doit faire devant un jury en 1 heure, hein, ce qu'on appelle les évaluations des compétences expérimentales. Sur des disciplines comme NSI dans le domaine de l'informatique, eh bien, il y a aussi une épreuve écrite qui va consister à être devant un ordinateur et faire eh bien, une épreuve sur ordinateur. Certaines épreuves sont des épreuves plutôt orales.
Histoire des arts. En histoire des arts, oui, ou en LLCE, donc ce qui est en fait l'anglais, plutôt littérature. Donc effectivement, il y a une partie écrite, mais il y aura aussi un oral à présenter sur un dossier. Voilà. Nous avons ouvert cette année, et nous sommes un des rares établissements de l'Académie Orléans-Tours à pouvoir l'avoir ouvert. C'est la spécialité que j'appellerais simplement sport, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive, qui est un vrai plus pour les élèves, qui est donc une spécialité qui remplace après la seconde, l'option EPS pour des élèves qui souhaitent poursuivre dans ce domaine-là. Hein, nous avions une option EPS qui était en seconde, première et terminale. Cette option EPS, nous la conservons en seconde pour donner le goût aux élèves. Et les élèves qui le souhaitent peuvent prendre depuis cette année donc cette nouvelle spécialité, qui est une spécialité au même titre que physique, mathématiques, anglais. Hein, c'est tout aussi important et avec le même coefficient 16. Et donc en terminale, donc nous le découvrirons l'année prochaine, puisque cette année, voilà, nous avons ouvert en première, eh bien les élèves auront une épreuve écrite et aussi une épreuve pratique. C'est ça. Sachant que déjà en première cette année, pour ceux qui l'ont, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des évaluations écrites et puis des parties de pratique sportive en dehors. Alors oui, une question intéressante et je sais qu'elle va faire écho à Madame Bouillac. C'est un de ses chevals de bataille. Au final, avec ce bac, on leur demande de plus en plus tôt de se positionner. C'est exactement ça. Donc, c'est effectivement une des grosses difficultés, c'est-à-dire qu'on demande à des jeunes, très jeunes, en fait, de prendre des positions et de faire des choix qui ne sont pas évidents. On l'entend parfaitement, on en est bien conscient. L'idée, c'est de les accompagner au mieux dans ces choix. Et puis surtout d'essayer, j'allais dire presque à la maison, essayer de détendre un petit peu vos enfants en disant, ça ne met pas toute leur vie en jeu non plus. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut choisir des domaines, il faut prendre une décision. Et cette décision, si on est là pour vous aider à la prendre, on ne pourra pas la prendre à votre place. Alors, j'ai une question qui met en brèche l'une des informations qu'on a données sur la faculté de Tours qui a fait des live chat depuis 15 jours. Sur les filières en tension ne sont pas validées par des personnes, c'est un algorithme. Je peux vous dire que c'est interdit par la loi. Donc, si vous avez des universités qui vous disent ce genre de choses, eh bien, c'est faux. Ou s'ils le mettent en place, en tout cas, c'est fortement attaquable parce que c'est interdit par la loi. Alors, pour la faculté de médecine de Tours, nous avons 100% des élèves qui demandent la faculté de Tours en ce qui nous concerne, qui sont acceptés. Voilà, nous n'avons jamais eu d'élèves à ne pas être pris par la faculté de Tours, et parfois, pour être très honnête, avec des dossiers assez faibles. Donc voilà, mais en tout cas, moi je ne peux vous dire que les textes de loi de ce qu'il en est. Si des universités ont mis en place des systèmes informatiques pour sélectionner, alors ils peuvent mettre en place je dirais des tableurs qui font qu'ils définissent, par contre ça des critères d'évaluation en disant un élève qui a pris telle spécialité, s'il a 15 sur 20, il a 2 points, ainsi de suite. S'il a fait des stages en seconde, en première, ça fait tel point. Là, oui, les établissements ont tout à fait la possibilité d'utiliser de l'outil informatique pour établir des grilles d'évaluation et de sélection. Ça, c'est tout à fait autorisé. Par contre, ça ne peut absolument pas être un algorithme qui décide. Ça, c'est vraiment interdit par la loi. Et je le répète, je comprends l'inquiétude des parents. Maintenant, nous, on a cette assurance de voir ce qu'il en est depuis des années. Tout élève qui passe à Sainte-Croix-Sainte-Verte et qui demande l'université de Tours en médecine a jusqu'à aujourd'hui toujours été accepté. Voilà, donc moi je ne peux vous dire que des faits réels qui sont ce que nous observons depuis plusieurs années. Pour le grand oral, le timing 5-10-5 minutes est-il géré par le jury ou par l'élève? Alors, on va dire que c'est un peu les deux. Nous préparons les élèves pour qu'ils soient dans ce timing-là. L'année dernière, je dirais, beaucoup d'enseignants ont fait des grands taureaux blancs avant d'envoyer les élèves. Et donc, on va travailler sur ce timing-là. C'est un des éléments importants. Nous n'avons pas eu vraiment d'élèves à dépasser le timing. Maintenant, effectivement, si cela devait arriver, le jury dirait à un moment donné, il vous reste 1 minute, il vous reste 2-3 minutes. Sur la première année, les jurys du grand oral ont été très bienveillants. Et comme vos enfants,
enfin, comme les élèves de l'année dernière, les enseignants découvraient ce grand oral. Donc finalement, on a tous été là aussi Un peu. bienveillants et prudents. Alors, la réputation de l'établissement prime-t-elle dans Parcoursup plus que les notes qui sont parfois plus exigeantes? Euh, c'est difficile à dire. On va dire que là où les établissements d'enseignement supérieur sont vigilants, c'est presque plus sur le positionnement d'un élève par rapport à une autre. Parce que ce que nous rentrons dans Parcoursup, c'est bien sûr les moyennes de vos enfants. Il n'y a pas la moyenne globale. Ça, c'est important aussi à dire. Dans Parcoursup, c'est moyenne discipline par discipline. Et il n'y a pas une moyenne finale qui dirait cet élève, c'est un élève qui vaut 12 sur 20. Non. Donc, ça permet à l'enseignement supérieur de vraiment distinguer discipline par discipline. On s'aperçoit que ce qui compte peut-être de manière encore plus importante que les notes à l'heure actuelle, c'est l'appréciation. Oui, l'appréciation est vraiment importante puisqu'en fait, elle permet d'évaluer en fait ce qui n'est pas évalué par une note. Donc, c'est plutôt l'assiduité de l'élève, le fait que ce soit un élève volontaire et voilà, qui n'abandonne pas, qui est motivé, qui est impliqué en classe. Et ça, c'est aussi des choses que les enseignants du supérieur, enfin l'enseignement supérieur recherche. Tout à fait. Tout ce qui va aussi je dirais, valoriser un dossier par rapport à une grande masse est bienvenu. Un élève qui a fait un stage en première, qui a fait un stage en seconde, sachant qu'à Sainte-Croix-Sainte-Verte, nous prenons les devants puisque cette année, nous imposons un stage en seconde. Mais on a des élèves de plus en plus qui nous demandent des stages en première, voire en terminale, sur les petites vacances. C'est des choses qui sont valorisées. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. En fait, tout ce qui ressort un peu du lot peut être valorisable dans Parcoursup. Et ce n'est pas que les notes. Après, je vous disais, les écoles d'enseignement supérieur connaissent la position des élèves les uns par rapport aux autres dans une classe. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est peut-être pas le nom de l'établissement qui va être important parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne vont pas le regarder, mais qui vont dire, tiens, c'est un élève qui est plutôt dans une très bonne classe ou dans une moins bonne classe. Et ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de dire, ça dépend de chaque établissement. Si vous êtes une université qui reçoit 15 000 dossiers, clairement, la sélection est une sélection très massive, où il rentre assez peu dans les dossiers. Si vous êtes une classe préparatoire, vous avez 40 places, eh bien là, je peux vous dire, parce que nous le faisons à Sainte-Croix-Sainte-Verte dans l'enseignement supérieur, les dossiers sont examinés, épluchés, et voire même, on va pouvoir regarder d'où viennent les élèves. Sur 15 000 dossiers, voilà, non, c'est pas fait. Donc, c'est très dépendant d'un établissement à un autre. Avoir une mention au bac sert-il encore à quelque chose? En tout cas, Sainte-Croix-Sainte-Verte, quasiment tous les élèves ont une mention au bac. Oui, quasiment. Donc, on va dire que oui, ça va nous aider un peu, mais il n'y a pas que ce qui... Alors, voilà, je crois qu'il y a certaines banques qui donnent des avantages pécuniaires. C'est vrai qu'il y a des avantages pécuniaires quand ils ont une mention. Y a-t-il des sites à regarder en priorité pour nous aider à choisir l'orientation par rapport aux spécialités? Alors, moi, je sais que je conseille énormément d'aller sur le site de l'ONICEP. Oui, ça reste une référence. Ça reste une vraie référence. Ils font énormément de choses. D'ailleurs, certains des professeurs principaux de première utilisent certaines activités du site avec les élèves parce que c'est vraiment très clair. Et à partir d'un domaine, par exemple, qui pourrait intéresser un élève, on arrive à avoir accès à des vidéos, on peut avoir accès à des interviews de personnes qui ont fait ces études-là. Enfin, vraiment, c'est très complet et c'est plutôt sérieux et bien mené. Alors, une question où je sais que Mme Bouillac va un tout petit peu botter en touche. À quelle date précise le choix des spécialités conservées s'effectue? Alors, non, je ne botte pas en touche. Je n'ai pas de date précise pour l'instant à vous donner parce que, comme chaque année depuis 3 ans, tant que je n'ai pas une information fiable, je ne la donne pas. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est une date qui dépend du rectorat. C'est une date qui dépend du rectorat. Je vais essayer de les joindre là dans les semaines à venir pour avoir une date précise. Jusqu'à présent, on était plutôt sur les inscriptions
pour les épreuves anticipées. Donc, il y a une belle charge de travail de la part du rectorat, donc je ne vais pas trop embêter avec ça. Et maintenant, effectivement, on va leur demander d'avoir une date un peu plus claire. Ils nous ont parlé du 3e trimestre, mais 3e trimestre, est-ce que c'est juste après la fin du 2e ou bien après? Donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est important parce que ça va nous permettre de savoir à quel moment, en fait, on va devoir vous demander, de nous exprimer vos choix sur, les spécialités conservées. Donc, je suis dessus. Voilà. En tout cas, Madame Bouillac transmettra les dates dès Oui. dès qu'on les aura. Alors, sachant que les épreuves de spécialité sont passées mi-mars, donc en terminale, les cours sur ces matières continuent-ils après? Oui, 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 oui. Pour une raison simple, c'est que le grand oral peut être passé sur des cours qui sont faits après les épreuves de mars. Donc ça permet aux élèves, en tout cas de poursuivre. Et puis je dirais le programme est fait aussi pour envoyer les élèves vers l'enseignement supérieur, d'avoir l'intégralité du programme. Donc oui, en tout cas les cours se poursuivent. Maintenant, il est vrai que les enseignants de spécialité dont l'épreuve a eu lieu au mois de mars vont focaliser, avril-mai sur le grand oral. Voilà, donc on va beaucoup plus travailler l'oralité sur cette période-là. Maintenant, si vous me demandez, enfin vous me le demandez pas, mais je donne quand même mon avis, heu, est-ce qu'il y a une vraie cohérence que ces spécialités soient passées en mars? Bonne question. Bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que sur des programmes assez lourds, on est tous un peu étonnés parfois qu'elles aient lieu si tôt dans l'année. Mais, voilà, donc c'est le système et on est obligé de le respecter. Donc, ça permet, disons, après aux professeurs de spécialité d'orienter davantage sur le grand oral qui est l'épreuve terminale. Alors Parcoursup, donc il y a une personne qui reprend, l'un de nos termes, Parcoursup boîte aux lettres, envoie-t-il bien aux écoles tous les dossiers d'élèves qu'il reçoit? Fait-il un premier tri? Non, Non. absolument pas. Oui. Tous les vœux, demandés par les élèves, hein, il y a 10 vœux principaux qui peuvent être Oui. demandés avec en plus des sous-vœux. Donc, les 10 vœux, si vos enfants, mettent l'année prochaine 10 vœux, eh bien les 10 vœux sont envoyés à l'ensemble des écoles. Après, je le répète, avec des procédures, de décision qui sont différentes d'une école à une autre, mais en tout cas, tous les dossiers sont bien reçus, hein. Ah! Une très bonne copie en sciences, c'est 19-20. En matière littéraire, c'est plutôt 16. L'égalité en fonction des matières et des spé est-elle possible? Ah, je pense que c'est effectivement une question, je dirais, qui n'est pas forcément liée à la réforme, hein. C'est une Non. question, je dirais de tout temps. Je pense qu'on a tous vécu, pour celles et ceux qui ont fait, des études, au baccalauréat, de se dire, bah, une moyenne en philo est souvent un peu plus basse qu'une Oui. moyenne dans d'autres disciplines. Ce serait un débat et j'ai pas forcément de réponse à vous apporter, même si dans le travail, je vous expliquais le travail que nous avons, fait avec les équipes disciplinaires. Par exemple, l'équipe de philo est une équipe qui a beaucoup travaillé, qui s'est posé des questions sur leur moyenne et ils étaient bien conscients que la philosophie était souvent perçue comme une discipline avec des difficultés, Oui. sur les notes et c'est quelque chose qui est en train de cheminer plutôt positivement. Si on prend la spécialité HLP, humanité, littérature, philosophie, Oui. les 2 enseignants qui travaillent en première se posent aussi ces Énormément de questions. questions. Donc, en tout cas, c'est un questionnement que les enseignants ont aussi, tout à fait. Alors, comment abandonner une spécialité quand nous n'avons pas encore vraiment une idée des études supérieures que l'on fera? Alors ça, c'est un vrai travail qui est fait, en fait, avec les professeurs principaux. En fait, l'élève doit expliquer, voilà, au moins dans quel domaine, voilà, il se verrait plus tard, parce que l'objectif, ça va être de choisir alors, certes la matière, la spécialité qu'il préfère conserver. Alors parfois, c'est pour des questions de goût, parfois c'est pour des questions de notes. D'accord, mais il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, ce qui va être important, c'est leur orientation après avec Parcoursup et puis leurs vœux. Donc il faut quand même qu'ils gardent quelque chose qui soit cohérent au niveau de leur spécialité sur l'année de terminale et là, ça va être tout le travail fait avec le professeur principal justement, à déterminer quel le choix de quelle spécialité lui permettra d'avoir le plus d'options possibles, en fait, à la fin de la terminale. Alors, encore une question Parcoursup, voilà, ce sera en terminale, mais on sent que C'est voilà des ça. questions pour monsieur Durand. Donc monsieur Durand qui refera un webinaire sur Parcoursup, jeudi prochain normalement, donc ce sera mis sur Pronote, donc même si vous êtes parent de première, vous Oui. pourrez assister au webinaire sur Parcoursup.
Alors, il dit, je pense que c'est les écoles de l'enseignement supérieur, qu'ils définissent eux-mêmes les critères et qu'il n'y a aucun intérêt de mettre stage et lettre de motivation. Alors, clairement, il y a des écoles qui le disent. Là aussi, c'est très intéressant d'aller sur Parcoursup, voire de prendre contact avec les écoles. Il y a des écoles qui disent, bah, la lettre de motivation, moi, elle nous importe peu. Et c'est vrai. Clairement, une faculté qui va recevoir 15 000 dossiers ne va pas lire 15 000 lettres de motivation. Et puis, vous avez d'autres études supérieures qui, par contre, sont très vigilants par rapport à ces lettres. Alors, plus les effectifs vont être petits. Et concernant les stages, alors là, je peux vous dire que ça va être très variable, mais si vous souhaitez pouvoir entrer en école d'infirmière, eh bien, très clairement, les élèves qui n'ont pas fait de stage sont plutôt désavantagés au profit des élèves qui ont fait des stages. Donc, ça va être très variable d'une école à une autre. Là encore, j'ai envie de dire, c'est renseignez-vous pour les attendus d'un établissement à une autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment que pendant l'année de première, en fait, vos enfants puissent appeler les écoles pour savoir ce qui va être attendu, pour qu'ils puissent un petit peu anticiper et savoir voilà, ce qu'on va leur demander. Alors, voilà, c'est des questions que je saute un peu du coq à l'âne, hein, je les prends dans l'ordre. Qui compose le jury du grand oral? C'est 2 enseignants. Oui. Il y a un enseignant, je dirais l'expert, c'est-à-dire un enseignant de la spécialité des enfants, enfin des élèves. Oui. Et puis, il y a l'enseignant naïf, qui peut être un enseignant d'une discipline complètement autre et qui finalement, lui, ne va pas se positionner sur le contenu lui-même, mais plutôt sur l'oralité. On va travailler pour plutôt regarder si l'élève est capable de conviction, s'il est capable d'argumenter, enfin, voilà, et plutôt l'impression aussi globale, j'allais dire, de l'élève, en fait, dans sa prestation. Alors, dernière question qui apparaît dans notre non, je n'ai pas entendu parler de stage en première. Alors, les stages, nous les avons rendus obligatoires cette année pour les élèves de seconde. Alors, déjà, de manière de base, il n'y a aucun stage obligatoire en lycée général et technologique, hein. Le stage, il est obligatoire en troisième, ça c'est une obligation. Par contre, il n'y a pas de stage obligatoire en seconde, première, terminale, générale ou technologique. Après, nous avons fait ce choix parce qu'on voit bien que ça devient un élément important pour Parcoursup, c'est de faire un stage en classe de seconde, obligatoire sur la fin de l'année. C'est aussi pour occuper les élèves, puisque nous sommes centre d'examen, et pour éviter que les enfants soient plutôt chez eux en seconde à ne rien faire, autant qu'ils fassent un stage, qui est un stage non pas de simple découverte comme en troisième, mais un peu plus approfondi, et avec une prestation orale qui sera en première. Donc ça permet aussi d'entraîner les futurs élèves de première au grand oral. Après, sur les élèves de première et de terminale, eh bien, les stages sont ouverts sur les petites vacances. Voilà, tout élève qui désire faire un stage fait une demande auprès du secrétariat du lycée et voilà, c'est validé. Et c'est vrai qu'il y a des filières, je pense au ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social, où les enseignants poussent vraiment les élèves à faire des stages. Il n'y a pas d'obligation, mais dans certaines filières, ça peut être très intéressant en tout cas. Bien, je pense que nous arrivons au terme des questions. Voilà, en tout cas, avec Madame Bouillac, eh bien, on va vous dire au revoir. Voilà, vous remercier d'avoir été présent. Et puis, je répète, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Parcoursup, la semaine prochaine, restez voilà, avec Pronote qui vous donnera la future date. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.